Bien, bonjour à tous. Merci de m'accueillir. Merci pour cette invitation. En particulier, merci à ma collègue Aude Mirkovic, qui est un petit peu plus loin. Merci à elle pour son accueil et puis pour les échanges très chaleureux que j'ai eus avec elle pour préparer ce beau colloque. Lorsque précisément Madame Mirkovic m'a annoncé vouloir porter la réflexion sur les violences sexuelles entre mineurs, bien entendu, je me suis dit qu'elle mettait le spot sur toute une matière quelque peu taboue et qui a en plus été un peu négligée dans la dernière loi qui a réformé la matière des violences sexuelles. J'entends la loi du 21 avril 2021, loi qui s'intitule « Loi visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste ». En effet, si l'on veut être tout à fait clair, il faudrait dire de la loi du 21 avril 2021 que c'est une loi visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels commis par des adultes. Donc, il y a effectivement tout ce pan des violences sexuelles entre mineurs qui n'est pas appréhendé, qui n'a pas été appréhendé récemment d'un point de vue juridique. Néanmoins, ce n'est pas le lieu ici de discréditer la loi du 21 avril 2021. Cette loi, je tiens à le souligner ici, elle a un grand mérite. Le mérite de faire qu'aujourd'hui, en matière d'agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans, commises par un adulte, l'on ne se pose plus des questions tout à fait incongrues, comme celle consistant à se demander si le mineur a consenti ou pas à une relation sexuelle avec cet adulte. Donc ça, c'est un progrès à mon sens. On évite aussi, depuis la loi de 2021, la mise en état de choc légitime, de la société tout entière par des indécences, des incongruités comme celle de l'affaire de Pontoise, où le parquet, en 2018, s'était posé la question du consentement d'une fillette de 11 ans à une fellation sur un homme de 28 ans et à une pénétration ensuite par le même. Cette affaire d'ailleurs est de nouveau sur la scène judiciaire et elle est heureusement aujourd'hui saisie, enfin, elle est jugée aujourd'hui par la Cour criminelle du Val d'Oise. Alors le programme qui m'est réservé aujourd'hui est assez dense. Signalement, procédure, qualification, autant dire, Madame Mirkovic, chers collègues, que c'est tout le droit pénal de fond et la procédure pénale en plus que vous me demandez d'évoquer ici. Donc, ce qui représente à peu près 2 semestres de cours à l'université. Alors, l'étendue du sujet, elle est encore considérable parce qu'entre mineurs, cela recouvre des situations très différentes. L'on ne peut pas appréhender de la même manière, en effet, des violences sexuelles qui sont commises par un mineur âgé de 6 ans, de celles commises par un mineur qui a 17 ans et demi. Et j'aimerais en outre apporter une distinction supplémentaire, elle est personnelle. À mon sens, les violences entre mineurs ne doivent pas être appréhendées à l'identique d'autres lorsqu'il y a un écart d'âge important entre l'auteur et la victime, par exemple si cet écart d'âge est de plus de 5 ans. Pourtant, toutes ces données-là, eh bien, elles ne sont pas prises en considération par la loi, parce que la loi se voulant générale, elle n'a pas distingué de telles situations selon l'âge des mineurs. Alors, quoi qu'il en soit, le droit doit réagir, bien sûr, face à cette réalité. Cette réalité qui nous a brillamment été présentée lors de l'introduction de ce colloque. La réalité montre que donc les cas de figure sont criminologiquement très distincts. Ainsi du jeune enfant qui découvre son corps mais qui veut aussi découvrir le corps d'autrui et qui va pratiquer des attouchements sur un de ses camarades, ainsi du grand frère encore mineur mais qui viole régulièrement sa petite sœur, ou encore du jeune de 17 ans qui ne peut se contenter d'un simple flirt, le mot est désuet, j'en conviens, et qui impose à sa petite amie une relation sexuelle non consentie par cette dernière. Alors le fait qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les violences sexuelles. Violences sexuelles entre mineurs. Ça appelle quoi chez le pénaliste? Violence sexuelle, ça appelle le mot infraction. Infraction, un délit
ou un crime. Selon la gravité de la violence sexuelle sera soit de l'ordre délictuel, soit de l'ordre criminel. Bien. Le code pénal, lui, n'utilise pas les mots violence sexuelle. Violence sexuelle, ce n'est pas un mot juridique en droit pénal. De même que le comportement à caractère sexuel préoccupant n'est pas non plus le vocabulaire qui est employé dans le code pénal. Le mot consacré, c'est agression sexuelle. Et il y a les agressions sexuelles au sens strict et il y a le viol. Donc voilà comment se dédouble la notion générique d'agression sexuelle, qui est la seule notion juridique, en tout cas dans le code pénal. Alors, je tiens à dire que la violence sexuelle, ces agressions sexuelles, elles créent indéniablement un préjudice à une victime. Dans notre hypothèse, une victime mineure, qui plus est. Mais ce que je veux aussi faire passer, c'est que derrière ces violences sexuelles, outre le préjudice causé à cette victime mineure, il y a aussi ce qu'on appelle un trouble à l'ordre public. Un trouble à l'ordre public qui est tel qu'il suscite et qu'il explique l'intervention et la nécessité ici du droit pénal, de la loi pénale, et la mise en jeu d'une procédure bien à part qu'est la procédure pénale. Et cette procédure pénale, elle va mettre en scène, parce que nous sommes ici face à un auteur mineur, et qui plus est avec une victime mineure, eh bien, elle va mettre en scène des acteurs qui sont très spécialisés. J'entends le parquet des mineurs, j'entends le juge des enfants, j'entends le tribunal pour enfants, voire la cour d'assises des mineurs. Et bien sûr, tous ces professionnels de la protection judiciaire de l'enfance, de la PJ, de la jeunesse. Donc on touche ici à un enjeu de société crucial. Cet enjeu, cette valeur sociale qui est pénalement protégée, c'est, selon moi, l'intégrité physique et psychique de l'enfant. Maintenant, ce n'est pas gagné de dire ça, parce que quand on regarde les textes qui incriminent les violences sexuelles sur mineurs, l'incrimination vise à protéger une autre valeur qu'est la liberté sexuelle. Mais est-ce qu'on peut franchement envisager une liberté sexuelle protégée pénalement pour de jeunes enfants ? À mon sens, il faudrait recentrer les choses sur la protection par le droit pénal de l'intégrité psychique et physique des mineurs victimes. Bien. Donc déjà là, à ce niveau-là, il y a un véritable questionnement qui pourrait être creusé. Alors, s'ajoute à la difficulté de cette question une autre qui est la justesse de la réaction, répression ou pas, face à un mineur qui commet une agression sexuelle, étant entendu que le but n'est pas d'hypothéquer son avenir, mais le but, c'est aussi d'éviter et de le couper de la moindre récidive. Donc la justesse de la réaction pénale, ici, eh bien, suppose de trouver un équilibre qui est parfois un peu périlleux. Alors maintenant, du point de vue des textes, je voulais également dire que depuis le 20 septembre 2021, nous avons un nouveau code de justice des mineurs. Ce nouveau code de justice des mineurs, le CJM, il abroge l'illustre ordonnance du 2 février 1945 qui était relative à l'enfance délinquante. Le but de ce nouveau CJM, de ce code de justice des mineurs, ça a été de raccourcir les délais de jugement. Ça a été également d'améliorer la prise en compte des victimes. Et cela a été de renforcer toute l'efficacité du travail éducatif avec le mineur délinquant. Alors, je vais suivre le chemin tracé par Aude. Je vais donc voir d'abord la question des signalements, puis celle des procédures et celle des qualifications, en essayant de tenir le timing. Tout d'abord, les signalements. Alors, le signalement, c'est quoi ? Le signalement, cela consiste à saisir l'autorité judiciaire, en l'occurrence ici l'autorité de poursuite, qui est le ministère public ou le parquet ou le procureur de la République, si vous préférez. Dans le but de quoi faire ? Eh bien, dans le but de lui signaler la commission de violences sexuelles. Pourquoi ? Eh bien, parce que précisément, elles sont constitutives d'une infraction. Alors, a priori,
a priori, ce n'est pas par le canal de l'information préoccupante et donc par le canal de la CRIP que l'on va œuvrer pour signaler ces infractions-là. En effet, le canal de l'information préoccupante sert à alerter de la situation d'un mineur en danger, au sens de l'article 375 du Code civil, ce qui ne correspond pas au cas présent, celui que l'on vise ici, à savoir signaler la commission d'un crime ou d'un délit pénal. Donc il faut distinguer l'alerte sur le danger concernant un mineur, qui peut laisser supposer la mise en œuvre d'une assistance éducative, et cela relève du droit civil. Et donc il faut distinguer cela du signalement d'une infraction dont un mineur est victime, ce qui relève du droit pénal et qui laisse supposer non pas une assistance éducative, mais l'ouverture d'une éventuelle procédure pénale et de l'action publique. Alors si on prend par exemple le cas de violences sexuelles qui seraient commises au sein d'une école, quelle attitude doit avoir un professeur des écoles qui aurait connaissance d'une telle agression sexuelle ? A priori, l'éducation nationale étant une structure très hiérarchisée, je pense que le professeur des écoles sera amené à en référer à sa hiérarchie, laquelle devra alors prévenir le parquet de ces faits. En application de quoi ? Eh bien, en application de l'article 40 du Code de procédure pénale. L'article 40 du Code de procédure pénale veut en effet que tout fonctionnaire qui a connaissance d'un crime ou d'un délit dans l'exercice de ses fonctions soit tenu d'en informer, d'en donner avis, d'en donner avis sans délai au procureur de la République. Donc, les personnels de l'école, de l'établissement de placement, tout autre intervenant extérieur qui travaille au contact des enfants et qui repère la commission d'une agression sexuelle doit en informer le parquet. Il existe même des formulaires, par exemple pour l'éducation nationale, qui sont préinscrits pour remplir les données requises dont aura besoin le parquet par la suite. Sinon, cela peut être par un courrier au parquet, voire par un déplacement au commissariat de police, qui transmettra ensuite l'information au parquet. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut le faire ? Eh bien, parce que ne pas dénoncer, eh bien, c'est constitutif d'une infraction. Donc, celui qui constate et qui ne dénonce pas peut devenir auteur d'une infraction, celle de non-dénonciation de crime ou de délit. Et ça, c'est incriminé à l'article 434.3 du Code pénal. Là-dessus, le Code pénal est très clair. Le fait pour quiconque qui a connaissance d'agression sexuelle infligée à un mineur de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. C'est une peine encourue qui peut passer à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € s'il s'agit d'un mineur de 15 ans qui est victime. Alors, s'ajoute à cela une question un peu complexe, celle des personnes qui sont tenues par un secret professionnel. En effet, quid si c'est un médecin qui constate qu'un enfant qu'il examine a subi des violences sexuelles ? Est-ce qu'il doit dénoncer ou pas ? Le médecin, en effet, est tenu par un secret professionnel, au même titre que d'autres professions, comme les travailleurs sociaux d'ailleurs. Alors ici, la loi offre à ces personnes, en matière précisément d'agression sexuelle sur mineurs, une option. Une option en fonction de ce que leur guide de faire leur conscience. Ils peuvent en effet dénoncer, et dans ce cas, on ne pourra pas les inquiéter du fait de la levée de leur secret professionnel. À l'inverse, s'ils ne dénoncent pas, on ne pourra pas non plus leur reprocher s'ils invoquent le secret professionnel. Alors c'est une vraie question, cela. On se demande s'il faut obliger, par exemple, les médecins à dénoncer ce qu'ils constatent en matière d'agression sur enfants. Et les médecins s'insurgent en disant que si on leur met cette obligation de dénonciation, eh bien, les enfants ne seront même plus portés chez eux, ne seront plus soignés. Donc le mieux ici serait, selon eux, l'ennemi du bien. En ce qui concerne maintenant les procédures, donc voilà pour le volet signalement, pour les procédures. Alors, bien sûr, le procureur de la République, une fois qu'il a reçu le signalement de ces violences sexuelles commises sur mineurs, eh bien, c'est lui qui a les cartes en main et c'est lui qui va donner
ou pas une suite à ce signalement. Il y a un principe clé dans notre procédure pénale qui permet de comprendre le rôle important du procureur de la République, c'est le principe de l'opportunité des poursuites. Le principe de l'opportunité des poursuites pénales autorise en effet un procureur à décider, selon l'affaire, s'il est opportun ou pas de poursuivre le mineur signalé comme étant auteur de violences sexuelles. Alors, le principe de l'opportunité des poursuites, il prend particulièrement son sens en matière de minorité, puisqu'il doit être compris en considération aussi de l'intérêt supérieur de l'enfant. Parce qu'un mineur délinquant, il doit aussi souvent être appréhendé comme un mineur qui a besoin de protection. Alors, est-il opportun de poursuivre pénalement un enfant qui, par exemple, a moins de 10 ans et qui a pratiqué à des attouchements sur un de ses camarades? Plusieurs options s'ouvrent d'un point de vue théorique. Cette théorie, je me sens tout à fait à l'aise pour vous la présenter. Maintenant, dans la pratique, je suis beaucoup moins à l'aise. Et là, la pratique, elle compte énormément, étant entendu qu'il y a même des pratiques diverses selon les parquets de France et de Navarre. Alors, j'ai utilisé un peu mon téléphone pour appeler quelques amis ou connaissances, procureurs ou juges des enfants. Et il m'est apparu en les écoutant que, franchement, en dessous de 10 ans, il est rarissime que des poursuites pénales soient exercées. Ceux que j'ai interrogés n'en ont jamais vu. Bien. Tout au plus, face à un mineur auteur qui a moins de 10 ans, le juge des enfants sera saisi au titre d'une éventuelle assistance éducative si le comportement à caractère sexuel préoccupant commis par le mineur dénote un dysfonctionnement dans l'entourage de ce mineur. Mais sur le plan pénal et sur le plan répressif, rien, a priori, ne sera envisagé. Toutefois, je vais creuser quand même avec vous les possibilités qui sont ouvertes au parquet lorsqu'il s'agit de mineurs un peu plus âgés que 10 ans. Alors, lorsque le procureur de la République ordonne la présentation du mineur auteur devant lui, il a pas mal de choses à faire. D'abord, ce procureur, il va aviser les représentants légaux du mineur ou la personne à qui le mineur est confié. Ensuite, il va requérir l'établissement d'un recueil de renseignements socio-éducatifs sur ce mineur. Ensuite, il va solliciter du bâtonnier la désignation d'un avocat commis d'office si le mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné d'avocat. Puis, il va informer le mineur de son droit d'être assisté par un interprète. Il va constater son identité et puis il va lui notifier les faits qui lui sont reprochés, ainsi que leur qualification juridique. Et ce, en présence de l'avocat. Donc déjà là, ça commence à devenir un peu technique. Donc imaginez un mineur, pas très âgé, face à un procureur qui lui dit tout ça. Le procureur ensuite va avertir le mineur de quoi ? De son droit de se taire, de son droit de faire des déclarations. Et puis ensuite, il va recueillir les observations du mineur et il va procéder à son interrogatoire et entendre les observations de l'avocat. Alors, au vu de tout cela, au vu des observations, et là encore, j'insiste sur le fait que ce procureur est spécialisé, et on comprend bien pourquoi. Donc il trouvera les mots, bien sûr, pour s'adresser à ce mineur. Mais le procureur, ensuite, il a plusieurs choix. La première chose qu'il peut faire, c'est estimer qu'il n'est pas du tout opportun de poursuivre ce mineur. Alors, précisément s'il a moins de 13 ans. Parce que s'il a moins de 13 ans, eh bien, il y a une présomption simple qu'il n'a pas le discernement suffisant. Pourquoi ? Pour comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l'objet. Ça, c'est énoncé dans l'article L11 du Code de justice pénale des mineurs. Donc, en dessous de 13 ans, il faut vraiment que le procureur s'interroge. Est-ce qu'il a le discernement pour comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l'objet, ce mineur ? Dès lors, le procureur pourra être tenté de classer sans suite l'affaire dans la mesure où une procédure pénale serait totalement vaine à défaut de moyens suffisants pour ce mineur pour la comprendre.
Maintenant, le procureur peut aussi estimer que le classement sans suite n'est pas une réponse satisfaisante. Pour autant, il peut considérer qu'une poursuite pénale n'est pas non plus l'idéal. Dans ce cas, il a une troisième voie, ce procureur, qu'on appelle l'alternative à la poursuite, à condition toutefois, et là encore, que le mineur soit en mesure de comprendre ce qui se passe. Donc, en principe, au-delà de 13 ans. En principe. Alors, si les conditions sont réunies, l'alternative à la poursuite, c'est quoi? Eh bien, au lieu de poursuivre le mineur, le parquet va faire un rappel à la loi auprès de ce mineur, ou alors va mettre en place un stage ou une formation que ce mineur devra suivre. Cela peut être aussi une consultation auprès d'un psychiatre, d'un psychologue. Cela peut être une demande de réparation à l'égard de la victime. Cela peut être encore demander à ce mineur de s'acquitter d'une contribution citoyenne auprès d'une association d'aide aux victimes. Ou enfin, cela peut être une composition pénale. Dans le cas maintenant, troisième possibilité pour ce procureur, dans le cas où il s'agit de violences sexuelles qui sont quand même très graves, qui sont d'ordre criminel, qui relèvent de la qualification de viol, ou alors qui présentent une certaine complexité, qui suppose des investigations supplémentaires sur les faits, eh bien le procureur va alors décider d'ouvrir ce qu'on appelle une information judiciaire ou une instruction. Alors, dans ce cas, arrive un juge d'instruction qui, lui, va être chargé de mettre l'affaire en état d'être jugé et de faire toute la lumière sur cette affaire. Il aura des moyens pour cela. Il y aura des enquêteurs qui répondront à ces demandes d'enquête sur tel ou tel aspect, tel point. Et s'il y a suffisamment d'indices concordants à l'encontre de ce mineur qui est mis en cause, ce mineur sera mis en examen. Cette mise en examen lui donnera des droits spécifiques à ce mineur. En revanche, s'il n'y a pas d'indice concordant suffisant, alors le juge d'instruction prononcera un non-lieu. Lorsque le juge d'instruction a terminé son instruction, alors il peut considérer qu'il faut saisir une juridiction de fond qui statuera, cette juridiction pouvant être soit le tribunal pour enfants, soit la cour d'assises des mineurs, et alors un procès aura lieu. La quatrième possibilité offerte au procureur de la République, c'est de poursuivre le mineur, de déclencher l'action publique, encore une fois si le mineur n'est pas trop jeune, et s'il est en mesure de comprendre ce qui se passe. Dans ce cas, si le procureur décide de poursuivre, de déclencher cette action publique, il va saisir un juge des enfants en cas d'agression sexuelle simple, ou alors le tribunal pour enfants, s'il s'avère que l'agression sexuelle est assez complexe, ou s'il s'agit d'un viol et que le mineur a moins de 16 ans. Sinon, c'est la cour d'assises des mineurs qui sera saisie s'il s'agit d'un viol commis par un auteur mineur, mais qui a plus de 16 ans. La juridiction saisie, elle, aura alors à statuer sur la responsabilité pénale du mineur et elle aura peut-être à prononcer une sanction à l'encontre de ce mineur. S'il est non seulement coupable, mais en outre responsable, alors il sera condamné. Alors, est-ce qu'il faut, autre question, condamner les mineurs coupables et responsables à des peines? Faut-il les condamner, prononcer à leur encontre des peines comme pour les adultes? La réponse du droit, elle est négative. La réponse, elle est non. Elle est clairement non, à un double titre. D'abord, parce que la responsabilité pénale des mineurs qui ont moins de 16 ans, eh bien, elle est atténuée. C'est un premier principe de réponse. Atténuation de cette responsabilité pénale, c'est ce qu'on appelle l'excuse de minorité. Cela signifie clairement que le quantum de la peine qui est encourue par un mineur est égal à la moitié du quantum de la peine encourue par un adulte pour la même infraction. Donc on divise tout par deux. Si la peine encourue est de 20 ans de réclusion criminelle pour un adulte, eh bien ce sera 10 ans pour un mineur. La deuxième chose
qu'il faut avoir à l'esprit sur la question de la sanction et de la responsabilité pénale des mineurs, c'est que le principe aujourd'hui qui domine notre droit positif, c'est un principe qui fait privilégier l'éducatif sur le répressif. L'éducatif doit l'emporter en principe sur le répressif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prononcé d'une peine, c'est vraiment le dernier recours. C'est vraiment le dernier recours. D'ailleurs, en dessous de l'âge de 13 ans, il n'est pas possible de prononcer une peine à l'encontre d'un mineur. Ni une peine d'emprisonnement, ni une peine d'amende n'est envisageable si l'auteur a moins de 13 ans. Donc là-dessus, c'est très clair. Donc ce qui est privilégié, c'est ce qu'on appelle les mesures éducatives. Les mots sont forts, hein, mesures éducatives. C'est vraiment pas une peine. La mesure éducative, elle vise quoi? Elle vise à protéger le mineur. Elle vise son assistance, son éducation, son insertion et surtout son accès aux soins. Et cette mesure éducative, elle s'accompagne d'un suivi éducatif qui consiste en un accompagnement individualisé du mineur délinquant. Donc à partir de cela, on va construire une évaluation de sa situation personnelle, familiale, sanitaire et sociale. Donc cette mesure éducative, au contraire de la peine, elle n'est pas rétributive, elle n'est pas punitive. C'est vraiment une autre philosophie. Alors les peines, je vous l'ai dit, c'est en dernier recours, mais ça existe. Il y a des condamnations à des peines à l'encontre de mineurs. Le juge des enfants, si les circonstances, alors toujours, si les circonstances et si la personnalité du mineur le justifient, et il faut une sacrée motivation de la part du juge derrière, dans ce cas, le juge des enfants peut condamner un mineur qui a bien sûr plus de 13 ans à une peine de confiscation, à une peine de stage, à une peine également de travail d'intérêt général, si toutefois, au moment du prononcé du TIG, le mineur a au moins 16 ans. Quant au tribunal pour enfants et quant à la cour d'assises des mineurs, eux peuvent éventuellement, si les circonstances et la personnalité du mineur le justifient, prononcer une peine d'emprisonnement en la motivant de façon spéciale. Donc une peine privative de liberté est dans ce cas possible. De même, une peine d'amende est possible, mais à l'encontre d'un mineur, une peine d'amende ne peut pas dépasser 7 500 €. Il y a un plafond qui est mis ici. Donc voilà l'essentiel en ce qui concerne les sanctions. Alors maintenant, s'il y a une poursuite devant le juge des enfants et devant le tribunal pour mineurs, comment est-ce que ça se passe? Alors, il y a eu une réforme importante à cet égard avec le Code de justice des mineurs. L'idée aujourd'hui, le challenge aujourd'hui, c'est que le jugement, quand un mineur est auteur, qu'il y ait un premier jugement sur sa culpabilité dans un délai de moins de 3 mois. Donc ça, c'est le premier défi, et c'est quelque chose de bien, de faire le lien assez vite entre la culpabilité du mineur et le fait qu'il a commis. Donc 3 mois. Suite à cette période de 3 mois, va s'ouvrir une mise à l'épreuve éducative, une période dite de mise à l'épreuve éducative qui, elle, dure de 6 à 9 mois. Et puis, il y aura une troisième étape qui sera ensuite la décision sur la sanction. Donc aujourd'hui, on parle de césure dans la procédure pénale des mineurs parce qu'on a d'abord une réflexion sur sa culpabilité, puis une mise à l'épreuve éducative et enfin une réflexion sur la sanction. Voilà, donc on a découpé vraiment en 3 volets la poursuite d'un mineur. Alors l'avantage de cette réforme, eh bien, c'est de faire que la sanction soit décidée un peu plus tard, après qu'il y ait eu une période de mise à l'épreuve éducative où on va observer ce mineur. C'est-à-dire en prenant en compte son évolution, sa personnalité, puis aussi les efforts qu'il va accomplir, voire les incidents qui vont survenir durant cette période d'observation. Durant cette période de mise à l'épreuve éducative, bien sûr, le juge va ordonner des mesures éducatives, mais qui ne sont que provisoires. Elles peuvent aller du placement à des soins, à un accueil de jour, et puis il va aussi y avoir peut-être des mesures d'investigation éducative qui vont être intéressantes pour mieux connaître le milieu, pour mieux connaître
le milieu du mineur, dans lequel il a évolué, sa personnalité, etc. Alors, parfois, il est autorisé à ce qu'il y ait une audience unique. Donc, on échappe à ce découpage en 3 volets, en 3 étapes, par une audience unique. C'est dans les cas où les faits présentent une certaine gravité et où le mineur, en général, est déjà connu de la justice. Donc, on choisit de décider en une seule fois par une audience unique. J'en arrive, 10 minutes, pour les qualifications. J'en arrive à la question des qualifications. Alors, là encore, le procureur de la République, lorsqu'il reçoit un mineur pour ces affaires-là, bien sûr qu'il doit se livrer à une opération juridique, une opération intellectuelle de qualification des faits. Autrement dit, il doit dire si les faits qui sont décrits constituent une agression sexuelle ou constituent un viol, au sens, bien sûr, où l'entend la loi. Donc, parmi les agressions sexuelles, comme je le disais tout à l'heure, on distingue les agressions sexuelles au sens strict du viol. Alors, le viol, il est défini bien sûr dans le Code pénal, c'est l'article 222-23 qui le définit. Je vous lis simplement ce que dit la loi. Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Le viol sur mineur de 15 ans fait encourir 20 ans de réclusion criminelle. Alors, 2 choses sont à identifier pour qualifier des faits de viol. D'abord, il est nécessaire que soit commis sur la victime pour qu'il y ait viol une pénétration sexuelle ou un acte bucco-génital. Un acte de pénétration de quelque nature qu'il soit, dit le texte. Donc cela peut relever de ce qu'on appelle le coït des sexes, de l'acte de pénétration vaginale par un sexe, anal par un sexe, de la fellation, de l'introduction également, cela s'est vu en jurisprudence, de l'introduction d'un objet dans l'anus de la victime, si cela a un caractère sexuel. Cela, par exemple, a été retenu par la Cour de cassation à propos d'une affaire où il s'agissait d'un morceau de bois qui était recouvert d'un préservatif qui avait pénétré l'anus de la victime. Le caractère sexuel en raison de ce préservatif sur le bâton était évident et par conséquent, ici, la qualification de viol a pu être retenue et non pas celle d'acte de torture ou de barbarie. La qualification de viol peut aussi être retenue lorsqu'il y a un acte bucco-génital sur la victime. Cela est possible depuis peu de temps, depuis la loi du 21 avril 2021, ce qui permet effectivement de retenir la qualification de viol s'agissant d'un cunilingus qui avait été imposé par un beau-père sur une fillette, sur sa belle-fille qui était encore une fillette. Ensuite, la qualification de viol, pour être retenue, suppose une deuxième chose très importante, lorsque l'auteur est mineur et que la victime est mineure, ce qui serait différent si l'auteur était un adulte sur une victime mineure. Quand c'est un mineur sur un autre mineur, alors il faut que la victime mineure n'ait pas consenti à la relation sexuelle. C'est-à-dire qu'il faut rapporter la preuve que l'acte sexuel, la relation sexuelle, a été commise par contrainte, par violence, par menace ou par surprise sur l'enfant mineur qui est victime. Ces 4 choses, la violence, ou c'est alternatif, violence, menace, contrainte ou surprise, c'est ce qu'on appelle des adminicules. Ces adminicules, ils ne sont pas recherchés si c'est un adulte qui commet un viol sur un mineur. En revanche, ils le sont si c'est un mineur qui commet un viol sur un mineur. Autrement dit, si vous me suivez bien, c'est plus difficile, c'est plus compliqué de qualifier le viol lorsqu'il est commis par un mineur sur un mineur, parce qu'il faut rapporter la preuve de cette contrainte. Donc, cela revient à se poser de nouveau la question du consentement ou pas de la victime mineure. Il ne faut pas qu'elle ait consenti pour qu'il y ait viol. Mais encore une fois, un enfant, une fillette ou un jeune garçon, est-ce qu'il peut vraiment consentir à un tel acte s'il a 6 ans ? A-t-il le développement psychosexuel suffisant pour consentir ? A-t-on une liberté sexuelle quand on a 6 ans ou 7 ans ? Alors, c'est d'autant plus périlleux, cela, que le juge, lui, doit faire son travail de qualification. Et le juge,
il doit se poser la question. Le texte l'oblige à se poser cette question. Et surtout, ce juge ne peut pas présumer la contrainte du seul fait de l'âge de la victime. La Cour de cassation le dit clairement. La surprise ne peut pas être déduite du seul âge des victimes. Alors en pratique, on s'autorise quand même jusqu'à l'âge de 5 ans. Il y a une résistance de juges du fond, de cour d'appel pour dire que voilà, s'agissant d'un enfant qui est violé et dans une affaire qui n'avait qu'1 an et demi, on peut quand même supposer qu'il n'était pas consentant. Mais en tout cas, de manière générale, le principe, c'est que l'âge ne suffit pas. Alors la loi a aidé un peu en disant qu'effectivement, un mineur est vulnérable, il ne dispose pas forcément du discernement et cela aide à établir la contrainte. Mais il faut la rapporter, il faut que le juge la relève et que ce soit signalé, motivé dans sa décision pour qu'il y ait viol. Alors, cela paraît sévère. Maintenant, il faut quand même voir qu'à côté de ces tristes hypothèses auxquelles on fait référence, rapporter l'élément contrainte, c'est aussi quelque chose qui permet de ne pas condamner pour viol des adolescents qui consenteraient à une relation sexuelle entre eux. La jolie histoire d'amour qui commence à l'adolescence, peut-être. Donc c'est important aussi de ne pas tomber dans ce travers et de voir du viol là où il n'y en aurait pas. Donc l'élément contrainte est justifié et c'est très important de le ramener. Enfin, le viol, c'est un crime. Le viol, ça n'est pas un délit. Donc il suppose une intention criminelle de la part de l'auteur du viol. C'est quoi cette intention ? Eh bien, c'est la volonté d'imposer par contrainte un acte de pénétration sexuelle ou un acte bucco-génital à un autre enfant. Là encore, il faudra être très scrupuleux et vigilant si c'est un mineur qui est l'auteur. A-t-il vraiment cette intention ? J'en arrive aux agressions sexuelles, au sens strict. Alors, l'agression sexuelle, autre que le viol, qui n'est pas un viol, c'est quoi ? Ce sont essentiellement des attouchements. Des attouchements qui supposent là encore de rapporter l'existence d'une contrainte, qui supposent également un contact physique. C'est donc l'acte impudique, l'acte qui peut relever par exemple de la caresse, mais sur des zones particulières du corps, le sexe, les fesses, les cuisses, la poitrine, ou alors qui suppose une connotation sexuelle dans le geste. Là encore, il faudra une intention de la part du mineur auteur. Il faudra en effet qu'il ait conscience qu'il commet un acte obscène contre le gré de la victime. Et là, n'est-ce pas encore un élément aléatoire à caractériser chez certains mineurs ? Est-ce qu'une telle intention est vraiment réunie chez l'enfant jeune qui découvre son corps et veut découvrir aussi le corps du sexe opposé ? Il ne semble pas que ce soit le cas. Donc là, pour la qualification d'agression sexuelle, il faudra vraiment être vigilant sur cet élément moral. Enfin, j'ajoute qu'en droit pénal, il y a un autre principe qui est important, qui est celui de l'indifférence du mobile. Donc, peu importe qu'il s'agisse d'un jeu entre enfants, peu importe qu'il y ait une volonté d'éducation d'un grand sur un plus petit. Ce mobile, on n'en a que faire. Il est totalement indifférent. Alors, en conclusion, puisqu'il me reste 2 minutes, je dirais que le droit positif, il est encore bien sûr imparfait, mais ça c'est la grande histoire du droit, il est toujours perfectible. Il est imparfait s'agissant des violences sexuelles entre mineurs. À mon sens, il n'est pas acceptable que l'on se pose encore la question du consentement d'une victime lorsque cette dernière n'a par exemple que 8 ans et que l'auteur de violences sexuelles en a 16. Lorsqu'il y a un pareil écart d'âge entre eux, il faut à tout prix sortir de cette question, à mon sens tout à fait incongrue et indécente, du consentement de la victime. Voilà, je vous remercie de votre attention. Pourriez-vous, s'il vous plaît, peut-être repréciser un point ? Tout à l'heure, j'entendais que pour un mineur de moins de 15 ans, on ne cherchait plus s'il avait consenti ou pas à l'acte. Il y a un instant, vous avez dit que pour une victime de moins de 8 ans agressée par un mineur de 16 ans, on se posait la question du consentement de cette petite victime. Vous pouvez réexpliquer la conjonction de ces 2 règles ? Oui, alors effectivement, ce qu'il faut, c'est comprendre la différence de qualité de l'auteur. On ne se pose plus la question du consentement s'agissant d'un mineur de 15 ans, de moins de 15 ans, si l'auteur du viol ou de l'agression sexuelle est un adulte. En revanche,
C'est pour ça que je disais que la loi de 2021 a un peu laissé de côté tout ce qui relève des violences sexuelles entre mineurs, puisque si l'auteur a 16 ans, il est mineur, et là, dans ce cas, ne joue plus cette règle qui consiste à ne pas considérer le consentement de la victime. Là, on se repose la question du consentement. Donc, entre mineurs, la question de la contrainte doit être débattue, alors que s'il s'agit d'un adulte avec un mineur, la question du consentement du mineur de moins de 15 ans n'est plus posée, désormais. Dans les solutions que vous avez évoquées à la portée du procureur, vous avez parlé d'une période probatoire de 6 à 9 mois. On sait que la justice est débordée. Est-ce que, de manière concrète, c'est une solution réaliste et comment le mineur mis sous observation est-il suivi ? Alors, vous voyez, je ne suis pas sûre effectivement que ça règle cette question du problème de l'encombrement de nos tribunaux, mais il vient s'ajouter aussi que cela suppose des moyens humains supplémentaires. Et donc, oui, effectivement, on n'a pas suffisamment de recul là pour savoir si ça fonctionne. Ça fait qu'une petite année. Mais oui, il faut que les moyens suivent. Notre garde des Sceaux a dit qu'il avait mis un peu l'accent sur les moyens. Hein, mais voilà, la pratique sur le terrain, on va voir le retour. Après, c'est aussi toute une question de réorganisation de l'emploi du temps des juridictions, hein, avec ces 3 volets. Donc oui, c'est une petite révolution et il faudrait effectivement avoir et demander le retour de gens de terrain, hein, de magistrats, pour voir si c'est confortable ou pas pour eux dans la réalité. Oui. On va avoir tout à l'heure une intervention de Violaine Thomas lors de la table ronde qui va témoigner de son expérience toute récente sur le fait que ces mesures ont pu être mises en œuvre, elle, dans des dossiers qu'elle suit, mais tout dépend de la taille des juridictions, tout dépend des moyens qui sont affectés. Alors, je peux répondre à cette question. Frédéric Taillé, je suis le procureur de Rouen, au tribunal judiciaire de Rouen. Alors, c'est vrai qu'on s'enorgueillit de respecter les délais, parce que la réforme nous est tombée dessus sans moyens supplémentaires, évidemment, avec des circulaires d'application qui sont tombées après la réforme, parce que c'est quand même bien plus pratique qu'on nous explique après coup comment faire. Mais on y est arrivé, donc le délai de 3 mois est respecté, le délai de 6 à 9 mois entre les 2 césures est respecté. Alors ça ne permet pas de s'assurer que le contenu de la mesure éducative est suffisamment dense, parce que ça c'est effectivement la question des moyens des services éducatifs, mais en tout cas de ce point de vue-là nous y arrivons, à Rouen en tout cas. Vous avez abordé rapidement la question du secret professionnel, donc l'obligation qui est faite aux fonctionnaires de dénoncer des crimes et délits, bien sûr, ne concerne pas forcément toutes les professions qui sont soumises à secret, mais qu'en est-il de la loi ? Est-ce que quand on est au courant dans un dossier incidemment, par exemple, de faits qui concernent des mineurs, je sais qu'il y a des choses qui concernent la dénonciation du blanchiment, pour les avocats en tout cas. Pourquoi est-ce que les médecins s'inquiètent de cette obligation puisqu'ils ne sont pas vraiment fonctionnaires ? Je n'ai pas tout à fait compris pourquoi est-ce que vous évoquiez cette question du secret. Comment est-ce que ça s'articule ? Il faut distinguer le fonctionnaire qui, effectivement, en vertu de l'article 40 du Code de procédure pénale, est fortement encouragé, lorsqu'il découvre dans l'exercice de sa profession, à informer le parquet de la commission d'une infraction. Ça, c'est une première chose, indépendamment de la question de tout secret. Ensuite, il y a une autre question, c'est que faire si la personne qui découvre est en plus tenue par un secret professionnel ? Ce qui n'est pas du tout le cas de tous les fonctionnaires, mais il y en a quand même. Bien. Et il y a une autre question aussi, c'est si l'infraction est découverte non pas par un fonctionnaire, mais par un médecin. Voilà. Comment doit-il réagir ? Parce qu'il y a quand même le secret professionnel, c'est quelque chose d'essentiel et qui est pénalement protégé. S'il trahit son secret professionnel, il encourt une sanction pénale. Mais d'un autre côté, nous avons un texte, l'article 434.3 que je vous ai cité tout à l'heure, qui demande à ce que l'on dénonce, en particulier lorsqu'on a connaissance d'agressions, de violences sexuelles sur des enfants.
Donc il y a une contradiction des textes, en fait. Et donc face à cette contradiction des textes, on se dit comment y répondre. Et donc la solution a été trouvée dans cette option qui est donnée aux gens qui ont un secret professionnel, qu'ils soient fonctionnaires ou pas. Il y a une option en conscience, en l'occurrence pour le médecin, de dénoncer ou de ne pas dénoncer. S'il dénonce, on ne va pas le poursuivre pour trahison de son secret professionnel. Et s'il ne dénonce pas, on ne va pas non plus le poursuivre au nom de l'obligation de dénonciation. Donc c'est cet équilibre-là qu'on a donné. Maintenant, en pratique, pour avoir un peu discuté avec des médecins, dans la mesure où sur les violences faites aux femmes, aujourd'hui, ils ont une obligation de dénoncer qui ne leur convient pas, les médecins veulent garder une liberté en la matière et ils pensent que leur mettre des obligations de dénonciation, c'est délétère par rapport aux victimes qui ne se feront plus soigner. Donc là, la question est, il y a un véritable enjeu de société et en voulant bien faire parfois en droit, eh bien, on ne contribue pas à ce que les victimes aillent mieux. Merci beaucoup pour votre intervention qui éclaire un sujet assez précis avec des notions juridiques qui sont, je pense, peu connues, sauf à moins d'être spécialiste du sujet. Je pensais à une question un petit peu par rapport à l'efficacité des mesures. Alors, c'est pas très facile c'est quand même certainement bien difficile à mesurer précisément, puisque il s'agit aussi de problèmes éducatifs derrière. Alors, on n'a pas parlé du rôle des parents, par exemple, dans les sanctions. Enfin, je ne sais pas si les parents peuvent être sanctionnés derrière, peut-être pas. Est-ce que vous pourriez nous donner un aperçu sur ce pan-là, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Oui, alors merci pour votre question. En fait, c'est toute la particularité du droit pénal, au contraire du droit civil. Ici, il y a un principe de personnalité de la peine. Et donc, évidemment, donc vous ne pouvez pas sanctionner en droit pénal des parents en raison de l'infraction qui serait commise par leur enfant. Une responsabilité pénale du fait d'autrui, ça n'existe pas. On ne peut pas la retenir. Après, au civil, c'est une autre question. S'il y a des manquements éducatifs de la part d'enfants, éventuellement, leur responsabilité civile à ses parents pourra être soulevée. Mais en tout cas, en ce qui concerne la peine, non, on ne pourra pas les condamner. Maintenant, votre question est intéressante parce que c'est quelque chose qui fait l'objet de réflexion. Et qui peut-être un jour va éclore. Mais pour l'instant, en tout cas, au nom des principes fondamentaux du droit pénal, ça n'est pas de droit positif.